Je vous présente M. Luc Noreau, qui est directeur du CIRIS. Monsieur Noreau, bonjour. Bonjour, plaisir. Merci d'accepter l'invitation. On va évidemment d'entrée de jeu expliquer ce qu'est le CIRIS. Bien sûr. Alors, le CIRIS, c'est le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, qui est le centre de recherche de l'IRDPQ. Écoutez, c'est 40 chercheurs réguliers provenant de l'Université Laval, de 5 facultés de l'Université Laval, mais également de l'Université du Québec à Trois-Rivières et de l'Université du Québec à Rimouski, au campus de Lévis. Alors, 40 chercheurs, ça peut sembler un grand volume, mais nous travaillons aussi avec d'autres centres de recherche comme le CHU de Québec, où ils ont 350 chercheurs. Alors, on reste un centre modeste en termes de nombre, mais on a une programmation qui est quand même extrêmement large pour un centre comme le nôtre. C'est intéressant. Monsieur Noreau, qu'est-ce qui vous distingue particulièrement de d'autres centres de recherche pour mieux Écoutez, je dirais que notre logo est extrêmement distinctif à cet égard-là. Et on explique dans ce logo-là, la forme humaine que l'on voit en premier explique bien ce que l'on veut dire, c'est-à-dire la personne et son environnement au centre, au cœur de notre recherche. Quand on voit les ovales maintenant sur ce logo-là, on comprend mieux qu'il y a une partie de notre programmation de recherche qui porte sur les capacités humaines, les capacités des personnes, et il y a tout le volet de l'environnement également. On sait que pour qu'une personne puisse participer socialement, il y a évidemment ses capacités, mais qui rentrent en lien avec l'environnement où elle vit, cette personne. Alors ça, c'est un élément très distinctif et on aura plus tard, je pense, des exemples à présenter à cet égard-là. Un autre élément de grande distinction ici, c'est notre maillage très solide avec le milieu clinique. Alors, les chercheurs du CIRIS font partie d'équipes cliniques, échangent avec les cliniciens sur des besoins de recherche, des besoins de connaissances, et ça, c'est assez unique dans un centre comme le nôtre. C'est fascinant. Vous avez parlé de l'accessibilité universelle. On va démystifier ce que c'est également ou donner peut-être quelques exemples de projets. Bien sûr. Premièrement, l'accessibilité universelle, comme ça le dit, c'est universel, c'est-à-dire que tout citoyen, toute personne, qu'elle ait des incapacités ou non, devrait avoir accès au milieu, avoir accès aux édifices publics, communautaires et autres. Alors, un de nos projets, je suis très fier de le dire, on a travaillé en collaboration avec la Ville de Québec et les cliniciens de l'IRDPQ ici pour proposer des modifications aux plans initiaux d'un centre communautaire. Et lors de la construction, on a pu voir qu'ils ont appliqué presque intégralement les propositions que l'on avait faites. Alors, le centre communautaire de Bourgneuf, on pourra bien voir qu'il y a une question d'accessibilité à l'entrée principale, à l'accueil, donc être capable qu'une personne qui doit utiliser un fauteuil roulant puisse se rapprocher des facilités dans ce centre-là. Que les vestiaires aussi soient adaptés. Évidemment, quand on parle de vestiaires adaptés, on va avoir besoin d'aller au lavabo, d'aller à la douche, au casier, et tout ça, ça s'est fait dans une belle harmonie avec nos partenaires, donc la Ville de Québec et les cliniciens de l'IRDPQ. Bien. Ils ont pris de bonnes notes, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a le projet hiver, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Bien sûr, le projet hiver, écoutez, on est tous conscients, évidemment, ici, des conditions climatiques hivernales qui limitent la participation des gens, et même les gens qui n'ont pas toujours d'incapacité. On sait comment la neige peut être un objet de problématique. Alors, si on imagine une personne qui utilise un fauteuil roulant, qui doit se déplacer sur un trottoir ou dans des accès restreints, alors ça devient un petit peu problématique. Alors, un de nos collègues chercheurs ici a proposé une solution où les bateaux pavés, donc les intersections des rues, pourraient être chauffés ou tout au moins asséchés pour permettre, évidemment, la circulation. C'est probablement l'endroit où ça devient le plus critique pour les personnes dans le coin des rues, dans ces endroits-là. Alors, la solution est un peu une solution de géothermie, c'est-à-dire qu'on va tenter d'utiliser la chaleur provenant des eaux usées des aqueducs qui sera remontée à la surface. Et il semblerait que jusqu'à moins 5 degrés Celsius, ça pourrait être une solution convenable. Et il y aura par contre un système qu'on pourrait appeler biénergie, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un système électrique d'appoint qui permettrait que, évidemment, le coin de la rue, le bateau pavé reste sèche pendant les conditions hivernales. Quelle belle idée et une idée très proche de l'environnement aussi, en plus de ça. Comme tout à fait. Évidemment, il est possible de joindre l'utile à l'agréable, que le meilleur des deux mondes se fasse la paire en quelque sorte. On parle donc d'accessibilité domiciliaire aussi. J'aimerais qu'on y revienne parce qu'on pense surtout à la salle de bain, on pense
à ce qui nous vient rapidement à l'esprit, mais il y a plus également. Et en fait, la question, évidemment, comme vous le mentionnez, la salle de bain, il y a deux éléments qui nous intéressent dans cette pièce-là. C'est ce qu'on appelle, nous, l'aire de giration. Alors, l'aire de giration, c'est l'espace nécessaire pour un fauteuil roulant qui est utilisé par la personne pour pouvoir se déplacer dans la salle de bain. Oui. Alors, les normes du bâtiment actuellement nous disent qu'un espace de 1,5 m par 1,5 m serait suffisant. Les données que l'on collecte nous disent que ça devrait être un petit peu plus large que ça. Alors, les données scientifiques, prises encore là par nos collègues chercheurs ici, devraient permettre de faire des propositions pour améliorer le code de bâtiment. Un autre élément qui va en lien avec ça, c'est ce qu'on appelle évidemment les barres d'appui. Alors, on a besoin souvent pour effectuer des transferts qu'il y ait des barres d'appui. Oui. Et un de nos chercheurs s'intéresse à déterminer quelle est la position la plus optimale de la barre d'appui pour qu'elle puisse permettre évidemment le transfert de façon tout à fait sécuritaire pour la personne qui en a besoin. Alors, c'est très important la question de l'accessibilité aux CIRIS depuis quelques années. On y met évidemment les efforts nécessaires là, en termes de subventions et de projets de recherche. Absolument. Vous êtes à l'affût, à la fine pointe de la réalité au quotidien, ce qui se passe sur le plancher. Ça vous permet, j'imagine, de bien ajuster le tir également en cours de route et en termes de formation également, de bien léguer ces nouvelles données. Là, on va parler de l'aspect robotisé ou des capacités en lien avec la robotique. Ça, c'est un secteur fascinant également. Tout à fait. Quelques exemples, d'ailleurs. Bien, première chose, évidemment, dans un centre de recherche, on doit être à la fine pointe de l'innovation. Alors, l'innovation, de nos jours, on parle de technologie, on parle de robotique. Alors, nous avons des collègues qui ont, d'une part, développé ce qu'on va appeler une orthèse robotisée. Alors, une orthèse à la cheville qui permet, dans un premier temps, de collecter les mouvements de la personne qui, suite à une incapacité quelconque, un accident vasculaire cérébral, une lésion à la moelle épinière, aura de la difficulté à reprendre la marche. D'accord. Alors, l'orthèse, dans un premier temps, prend des données sur les mouvements pour voir les déficits de la personne. Et dans un deuxième temps, l'orthèse permet d'influencer un mouvement qui deviendra un mouvement quasi normal. Intéressant. En fonction, donc, de l'état physique de l'individu. Tout à fait. Alors, je dirais l'hypothèse finale, c'est qu'évidemment, l'orthèse est un moyen qui ne peut pas toujours être porté continuellement, mais que ça amènerait ce qu'on appelle une plasticité cérébrale. Donc, c'est-à-dire que le cerveau enregistre le mouvement et est capable de le reproduire en absence de l'orthèse. Alors, pour la réadaptation, évidemment, c'est une voie d'avenir qu'on continuera à explorer ici, c'est de façon, évidemment, certaine. Il y a le bras Jacot également, dont on peut voir les images. Tout à fait. Un autre élément, évidemment, on n'est plus au membre inférieur, mais on est au membre supérieur. Voilà. Évidemment, il y a des gens qui, suite encore là, un traumatisme, une maladie, n'ont plus de motricité au niveau soit de la main, du bras, et doivent utiliser ce qu'on va appeler une aide technologique. Le bras Jacot est exactement ça. C'est une aide technologique qui permet de faire de l'appréhension d'objets, de poignées de porte, qui amène la personne, entre autres, à même pouvoir boire, manger par elle-même, alors qu'elle pourrait avoir besoin d'aide humaine, sinon. Voilà toute la différence. Alors, ce qu'on a fait avec le bras Jacot, c'était d'une part de déterminer son utilisabilité, ce qu'il fait bien, ce qu'il devrait faire, bien prendre, bien tourner une poignée de porte, etc. Alors ça, c'était la première étude. La deuxième étude, c'est de dire maintenant, est-ce qu'il peut générer des bénéfices financiers? Autrement dit, est-ce qu'il peut diminuer les coûts de la réadaptation et des coûts de l'intégration sociale. Alors, on a montré avec un de nos collègues que ça peut être des milliers de dollars sauvés en aide humaine si la personne peut utiliser le bras Jacot de façon adéquate. Ben voilà, ça ne s'arrête pas à la réadaptation. On va beaucoup pas du plus tout, loin avec l'individu, c'est ça qui est... On est tout à fait en passant dans ce qu'on appelle la mission de notre établissement, réadaptation et soutien à l'intégration sociale. Voilà. Alors, quand on parle d'un bras comme ça, c'est le soutien à l'intégration sociale. C'est méritoire. Il y a la main prothétique. Qu'est-ce que c'est exactement? Un actionnaire unique? En fait, une main prothétique, vous savez, il y a des gens qui ont des amputations du membre supérieur, donc peu importe l'endroit, et il y a différents types de mains prothétiques, et souvent, on va noter que ces personnes-là utilisent ce qu'on appelle un crochet, un simple crochet. On voit ça souvent, oui. Tout à fait. Alors, ce que nos chercheurs ont essayé de développer en collaboration avec le département de génie mécanique de l'Université Laval, c'est une main relativement simple en termes d'utilisation, mais qui reproduit tout à fait les phalanges, les bouts de doigts, et qui permet de prendre comme si c'était une main réelle. Avec la même motricité? La même motricité, tout à fait, et sa fonction, évidemment, est excellente, mais l'élément, c'est comment on l'utilise, simplement par un mouvement de l'épaule. On l'actionne simplement par un mouvement de l'épaule. Alors, dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus simple d'utilisation.
Et un avantage marqué de cette main-là, c'est que lorsqu'elle sera commercialisée, elle sera probablement à faible coût, parce qu'il n'y a pas d'élément électronique à l'intérieur de ça, ce n'est que mécanique. D'accord. Ça aussi, Alors, c'est les images intéressant. montrent bien aussi qu'on est capable de, lorsque c'est bien fixé chez une personne, d'avoir des mouvements presque normaux à ce moment-là. Voilà, voilà. Alors, un progrès incroyable. Parlons de progrès. Vous avez un laboratoire de mobilité en fauteuil roulant également. Tout à fait. Alors, ce laboratoire-là a différentes fonctions, mais la première chose, c'est d'évaluer les habiletés en fauteuil roulant. Alors, quelqu'un arrive ici, évidemment, suite à une maladie, un traumatisme, et qui doit utiliser un fauteuil roulant. C'est pas quelque chose qu'on apprend très facilement. Il y a des techniques pour utiliser un fauteuil roulant. Alors, ceci est un laboratoire, premièrement, standardisé. C'est-à-dire que les pentes, les obstacles correspondent à des normes. Et l'intérêt de ça, c'est que ce laboratoire-là est aussi présent ailleurs au Canada, dans les mêmes dimensions. Alors, on peut vérifier des choses, on peut comparer des choses. Et par la suite, évidemment, il y a la question de l'entraînement. Alors, ce laboratoire-là ou d'autres comme celui-là peuvent être utilisés pour faire de l'entraînement en fauteuil roulant. Et par la suite, bien, on réévalue les capacités des personnes. Donc, dans un environnement contrôlé, on est en mesure de voir si la personne pourrait transposer ces habiletés-là, soit à la rue, soit à son domicile ou dans la communauté. Et pour nous, ça, c'est l'élément fondamental. On revient à l'aspect réadaptation et intégration sociale. Alors, on peut ici, dans notre établissement, avoir ces deux missions-là et en même temps être capable scientifiquement de produire des données très probantes. C'est beau mariage des deux mondes. Ben, merci beaucoup, M. Leroux. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et bonne suite. Merci. Au revoir.